Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud Koffer, bonjour à tous les auditeurs. Pour ce grand entretien politique, nous retrouvons le président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors ce week-end avaient lieu les annuelles universités d'été de Debout la France. C'était samedi dernier, 5 octobre, vous avez présenté 12 mesures phares. On va y revenir en détail durant cet entretien évidemment. Mais avant ça, Nicolas Dupont-Aignan, alors dans quel état d'esprit vous êtes après cette édition 2024 ? Dans un état d'esprit combatif, parce que je ne peux pas accepter que mon pays, la France, perde encore du temps et se précipite chaque jour un peu plus vers le gouffre. Et je pense à la situation tellement dramatique sur le plan de la sécurité, de l'économie, des finances, qu'il faut tout faire pour réveiller nos concitoyens, qui le sont d'ailleurs pour une grande partie, heureusement, et surtout arrêter cette eau tiède, doucereuse, hypocrite, qui coule de ce nouveau gouvernement. Vous avez fait état justement de 12 mesures phares pour sauver la France. Alors les voici. L'usage du référendum, la lutte contre la corruption, une justice plus ferme, la primauté du droit national, retrouver nos frontières, l'expulsion des délinquants étrangers, redresser les comptes publics, soutenir le fabriqué en France, réduire les charges salariales, relever le niveau scolaire, réformer nos collectivités territoriales et enfin restaurer l'indépendance nationale. Alors 12 chantiers justement auxquels vous vous attelez avec Debout la France. On va revenir en détail sur ces mesures. Donc sur les référendums d'abord, vous souhaitez que les Français soient consultés pour les grands choix et justement, Bruno Retailleau entend organiser un référendum sur l'immigration. Alors je le cite, « Je suis 1000 fois pour un référendum sur l'immigration. C'est l'un des phénomènes qui a le plus bouleversé notre société sans que jamais les Français n'aient eu à se prononcer. » Nicolas Dupont-Aignan, c'est une bonne nouvelle alors pour vous. Et ce serait une bonne nouvelle si Bruno Retailleau avait une quelconque influence. Mais pour vous, aujourd'hui, il n'en a pas. Mais aucune. Il est la caution, la Libye de ce gouvernement. Alors j'aime beaucoup Bruno Retailleau. Il partage beaucoup de nos convictions et vice-versa. Mais le problème, c'est qu'il sert de caution. Et on a bien vu qu'au premier jour, lors du discours de politique générale de Michel Barnier l'a taclé et lui a dit, il a sifflé la fin de la récréation. Et c'est très grave. Ça veut dire que Michel Barnier a dit quoi ? C'est très intéressant. Il a dit, il n'y aura pas de changement de l'état de droit. Deuxièmement, il a dit, le pacte migration-asile de l'Union européenne, c'est formidable. Et l'Union européenne, c'est formidable. Et on va arriver à faire des choses dans ce cadre-là. Or, on sait qu'on ne pourra pas. Et il n'a absolument pas pris les mesures qui s'imposent. Et vous savez, vous avez cité ces 12 chantiers, mais derrière chaque titre, il y a des mesures très précises. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'idée m'est venue en écoutant Michel Barnier et le lendemain matin, en ayant entendu Pascal Praud sur une chaîne concurrente dire « Mais j'aurais aimé un Premier ministre qui énonce 12 priorités absolues qui s'y tiennent avec des mesures précises et pas un discours filandreux qui dure 1h30 et qui fait plaisir à tout le monde, c'est-à-dire à personne. » Et c'est pourquoi je me suis fixé et concentré en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? En premier, si on veut sauver le pays, c'est faire confiance aux Français. C'est les consulter par référendum. Et c'est mettre en œuvre le RIC, référendum d'initiative citoyenne, parce que, regardez les chiffres, le bilan d'un pays comme la Suisse, qui est à côté de nous. La Suisse, c'est les Suisses qui gouvernent depuis un siècle. Et c'est curieux, il n'y a pas de déficit, il y a moins d'insécurité, ils prennent les mesures à temps et ils n'ont pas fait confiance à une classe politique pourrie. Donc, il y a un moment, moi je dis qu'on ne restaurera le pays, qu'on le redressera qu'avec les Français. Voilà pourquoi je crois au référendum, mais vous avez vu, le seul référendum qu'il y a eu, il a été bafoué, 2005. Et depuis, tout ce petit monde ne veut surtout pas consulter le peuple. Qui décide ? Des juges constitutionnels qui ont ruiné le pays quand ils étaient au pouvoir, messieurs Fabius et M. Juppé. C'est eux qui gouvernent. C'est eux qui ont annulé la loi immigration, même de M. Darmanin, qui était une loi molle. C'est eux qui l'ont annulée. Donc, si vous voulez, moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est de dire aux Français, on peut s'en sortir si on prend les mesures qui s'imposent. Il y a des solutions. C'est pas vrai de dire on peut rien faire.
Mais pour ça, il faut s'appuyer sur le peuple. Voilà, il n'y a pas d'autre solution que de s'appuyer sur les Français pour débloquer la société française sur des sujets comme le rétablissement des frontières, comme l'excès d'assistanat, comme etc. On peut revenir dessus après. Donc pour concrétiser bien sûr cette souveraineté populaire, vous avez mentionné le RIC justement, donc référendum d'initiative citoyenne. Si je ne m'abuse, en novembre dernier, il y a un an, Marion Maréchal proposait justement à Jordan Bardella, Eric Ciotti et à vous, Nicolas Dupont-Aignan, de pousser ensemble à l'organisation d'un tel référendum d'initiative citoyenne. Il nécessitait le soutien, je précise pour nos auditeurs, de 185 parlementaires, députés ou sénateurs, et surtout l'aval de 4,8 millions de Français. Et aux dernières nouvelles, ça n'a pas abouti. Alors est-ce que avec le nouvel hémicycle, le nouvel élan en France, vous pensez que ça peut aboutir ? Écoutez, quand j'étais parlementaire, député, j'avais fait une proposition en 2018, et puis j'en ai refait une autre en 2022, et puis j'en ai refait une autre d'un référendum d'initiative citoyenne sur l'immigration, et j'avais déjà mis dedans les 5 mesures qui me paraissent fondamentales: contrôle des frontières, suspension des aides sociales pendant 5 ans à tout nouvel immigrant, expulsion systématique du délinquant étranger, droit du sol, enfin bon, on connaît tout ça par cœur. Et on est tous d'accord. Et à l'époque, je m'étais heurté à un mur, tant du Rassemblement national que des LR, alors que tous disaient ça. Donc Marion Maréchal reprend le flambeau et redit là exactement la même chose. Voilà. Et ce que je crois absolument saisissant, c'est qu'au moment où le navire est en train de foncer vers l'iceberg, tout ce petit monde danse sur le pont, alors qu'il faut changer de cap tout de suite. Alors on me dit, oui, on n'a pas voté la censure parce qu'il faut laisser M. Barnier se planter. Mais on sait qu'il va se planter. Vous l'auriez voté ? Ah, je l'aurais voté, bien évidemment. Parce que on nous dit, oui, on n'a pas voté la censure parce que ça se ferait le chaos. Mais alors, quand on va la voter, l'argument tiendra pareil. Vous Donc, n'avez aucun ce que je veux espoir dire, en Michel Barnier, malgré ce qu'il a pu être et dire en 2021 lors de la primaire républicaine. Vous ne faites pas du tout confiance en son gouvernement. Et comment pourrais-je lui faire confiance quand je sais qu'il est le Premier ministre d'Emmanuel Macron, quand je sais que sa minorité est composée aux 3/4 de députés qui contestent sa nomination et sa politique? Vous avez écouté M. Darmanin, Mme Borne, monsieur, c'est eux qui sont majoritaires dans la minorité. Et quand je sais que dans son discours, il a dit exactement l'inverse de ce qu'on veut. Je ne comprends pas, et je le dis très clairement, je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, il y a un évanouissement de l'opposition. Je ne comprends pas. Alors, si, je le comprends, parce que certains au Rassemblement national, et vous savez que je les ai soutenus toujours au second tour, donc je ne suis pas suspect d'être quelqu'un qui les critique, mais certains me disent, oui, mais si on censurait tout de suite, on nous accuserait de... Mais de toute façon, dès qu'on les censurera, on nous accusera d'eux. Et pourquoi les censurer dans 2 mois et pas maintenant? Puisqu'on sait qu'ils ne feront rien. Ils vont augmenter les impôts, ils ne feront rien en matière de sécurité, des mesurettes. Est-ce que la situation n'est pas assez grave pour dire au président de la République maintenant, stop, ce gouvernement est une arnaque, nous on le censure. Eh bien, reproposez-nous un nouveau gouvernement. Soyez clairs, ou allez-vous-en. On verra alors ce que l'avenir nous dit sur, évidemment, ce gouvernement. Et l'avenir ne vous dira rien. Et c'est tromper les Français. C'est tromper les Français que de faire croire qu'il va faire un miracle. Il ne le fera pas puisqu'il ne veut pas le faire et qu'il l'a dit. Il l'a dit officiellement devant la France entière. Et c'est ça que je ne comprends pas. Justement, pour arrêter de tromper les Français, pour leur permettre de retrouver cette souveraineté populaire qu'ils demandent, ça nous amène à une seconde mesure que vous proposez, justement, c'est la primauté, évidemment, du droit national sur le droit européen. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'on peut encore rêver Frexit, justement, aujourd'hui en France ? Il n'y a pas besoin de rêver Frexit. Le Frexit, c'est quitter l'Union européenne d'un coup, prendre l'escalier de secours, c'est mon image, et faire comme l'Angleterre. Entre la soumission à cette Union européenne toxique, profondément toxique, qui nous fait du mal, qui nous coûte cher, et le départ sec, moi j'ai toujours plaidé pour une France forte qui va à Bruxelles et qui dit « stop, j'applique plus, on revoit tout ». Et on n'a pas besoin de partir pour cela. On peut changer l'Europe de l'intérieur ? Mais pas changer de l'intérieur, que la France dise stop et dise à ses partenaires, je ne
veut la suppression de la Commission européenne, qui est illégitime. Je mettrai la primauté du droit national, tout de suite. Je rétablirai mes frontières et je ne donnerai plus un centime. Mais je peux vous dire qu'il y aura un coup de froid, comme le général de Gaulle avait fait sur la politique de la chaise vide en 1966, et c'est là où il avait obtenu un changement. Tant que la France ne sera pas la France et ne dira pas stop, eh bien, il n'y a pas besoin de partir. Ceux qui partent, c'est ceux qui se sentent faibles. La France est l'une des principales puissances de l'Union européenne. Si elle ne joue plus au jeu, si elle dit je joue plus, c'est fini, je suis souveraine. Mais tout s'effondre. Et il ne s'agit pas de tout faire effondrer, il s'agit de reconstruire quelque chose qui marche. Avec M. Orban qui veut le faire, avec Mme Meloni, avec les nouveaux Autrichiens, avec les Suédois. Il y a plein de pays qui ont pris conscience, mais aucun pays n'a la force de la France, la grandeur de la France, pour faire exploser ce système de l'intérieur, parce que si on ne veut pas qu'il perdure, il faut le faire exploser avec les autres. Il ne faut pas partir et le laisser vivre. Donc retrouver évidemment une influence. Il faut le faire exploser. Et il faut ensuite reconstruire une Europe des nations et des projets. Et moi, je ne suis pas pour être tout seul. Je suis pour qu'on travaille, qu'on récupère nos frontières, notre budget et la primauté de notre droit. Car il n'y a pas de démocratie et il n'y a pas d'État s'il n'y a pas un droit national qui est le fruit des décisions démocratiques des Français. Et sur l'affaire, soyons concrets, parce que les gens vont dire, oui, c'est abstrait tout ça. Ah ben c'est très concret en matière d'immigration et de sécurité. Je vais vous donner un exemple. La directive Retour, c'est une directive, c'est un accord européen signé par Nicolas Sarkozy, c'est un comble. Mais il avait aussi supprimé la double peine, c'est-à-dire c'est lui qui a mis fin quand même à l'expulsion des délinquants étrangers en France. Bon. Donc, 2008, signature de la directive Retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un policier français, un gendarme français, ne peut plus incarcérer un clandestin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un migrant clandestin, on lui dit, vous devez partir dans un mois, mais on ne peut pas l'enfermer. Donc, c'est hallucinant. Et c'est ce qui explique que François Hollande, en application de la directive Retour, a mis fin au délit de clandestinité. Donc, ce que je veux dire à M. Retailleau, à M. Barnier, à Mme Le Pen, à tout le beau monde, c'est que tant qu'on ne reverra pas ça, vous pourrez faire tous les moulinets avec le bras, vous aurez 90% d'OQTF non respectés, parce qu'on n'a pas le droit d'incarcérer un migrant clandestin. Voilà, point. Et donc, si on ne change pas le droit européen, et on ne peut pas le changer, ils sont 28 et ils ne veulent pas le faire, 27, ils ne veulent pas le faire. Donc, il faut que la France, d'autorité, dise primauté du droit national, et là, vous verrez que tout à coup, on pourra régler les problèmes de la France. Et c'est tout ce que je demande. Mais c'est d'une telle évidence. Et c'est refusé par l'ensemble de la classe politique. Aujourd'hui, on a d'un côté, on le voit, Bruno Retailleau, un ministre de droite qui, lui, veut changer les règles. Après, est-ce qu'il le pourra? L'avenir nous le dira. Et puis, on a de notre côté Didier Migaud, lui, socialiste, à la tête de la justice. Sa nomination, justement, puisque lui, il parle, alors, il dénonce les accusations en laxisme judiciaire. Sa nomination, elle vous inquiète à la justice, justement, sur ce plan migratoire, sécuritaire et de fermeté, parce que vous avez parlé, évidemment, d'une justice plus ferme. Alors, c'est un autre travail d'Hercule que je propose, qui est tout simple, qui existe dans tous les pays du monde hors Union européenne, parce que ce que je propose paraît extravagant pour tous ceux qui nous gouvernent, mais c'est appliqué dans les 9/10 des pays du monde. Expulser les délinquants étrangers, ça se fait partout, sauf dans l'Union européenne. Contrôler ses frontières, ça se fait partout. En Algérie, au Maroc, partout. Non, pas chez nous. Troisième point, à chaque délit, une condamnation. À chaque délit, une condamnation, et à chaque condamnation, une peine appliquée. Quand on condamne à 2 ans de prison, on fait 2 ans de prison. C'est la palisse. Ah ben non, chez nous, c'est pas le cas. Même en Espagne et dans beaucoup de pays, en Angleterre, ça se fait. Donc pourquoi ce qui se fait dans la 99% des pays du monde ne se fait pas en France? Expliquez-moi. Eh bien ça, c'est quelque chose qui serait refusé par le Conseil constitutionnel. Vous imaginez où on en est? Les peines planchées, par exemple, ça pourrait être anticonstitutionnel? Enfin, ça pourrait être refusé. Ça dépend des peines planchées, mais oui, parce que la liberté du magistrat de faire ce qu'il veut, etc. Donc, on est arrivé dans un état de délire intégral. Et je dis aux Français que, vu l'état de l'insécurité de l'immigration en France, si on ne prend pas des mesures énergiques, simples, j'en ai proposé 4. Sur les 12 travaux d'Hercule, j'en ai 4 pour la sécurité et l'immigration. Frontières, expulsion,
à chaque délit une peine de prison, et puis la primauté du droit national. Ce sont les préalables. Tout le reste, c'est la conséquence de ces préalables. Et ce qui est inquiétant et qui explique le désastre actuel, c'est qu'on a laissé, détruire les murs de la maison. Vous ne pouvez pas mettre un toit et des fenêtres s'il n'y a pas de murs à la maison. Et moi, je veux reconstruire les murs de la Maison de France. C'est aussi simple que ça. Mais ça paraît une provocation extravagante. Voilà, avoir des murs à notre Maison France. Si on le comprend bien, l'un des principaux adversaires, on va dire, en tout cas, au fait de régler les problèmes migratoires, peut être notamment le Conseil constitutionnel et donc Laurent Fabius. Comment on fait pour limiter leur pouvoir? Parce qu'on comprend bien qu'ils semblent un peu tout-puissants, c'est-à-dire que rien que la perspective d'un référendum sur l'immigration, ils agitent un chiffon rouge, c'est non, l'immigration n'est pas un sujet économique, mais représente un problème en soi, donc voilà. Alors, deux choses. D'abord, Laurent Fabius et les membres du Conseil constitutionnel appliquent le droit aussi voté par le Parlement, par la Constitution. Donc, il ne faut pas non plus en faire les seuls boucs émissaires de l'affaire. Tant qu'on sera obéissant à la primauté du droit européen, Laurent Fabius et les autres, ils disent il y a un droit européen, signé par des traités, donc nous on applique. Premier point. Et puis deuxièmement, ils ne font pas qu'appliquer. Et c'est là où je les conteste. Depuis un certain temps, ils interprètent. Et ils interprètent en fonction d'une idéologie qui les imprègne. Et ils ont fait sortir le Conseil constitutionnel de son rôle d'application de la Constitution pour interpréter la Constitution à leur guise et faire de la politique. Et là, je le dis très clairement, il faut faire ce que le général de Gaulle avait fait. Le général de Gaulle n'a pas demandé l'avis du Conseil constitutionnel pour utiliser l'article 11 pour demander l'élection du président suffrage universel. Eh bien, si nous arrivons au pouvoir, il faut tout simplement dire aux Français, nous vous consultons. Et le Conseil constitutionnel, qui ne représente personne, peut brailler tout ce qu'il veut. Il n'a pas à faire de politique. Alors, ça sera, vous aurez l'Imonde, le journal Le Monde, que j'appelle l'Imonde, que De Gaulle appelait l'Imonde, qui fera une une. Eh bien, tant pis, ce sont les Français qui décideront. Parce que le général de Gaulle disait une chose très juste, au discours d'octobre 1948, la Cour suprême, c'est le peuple. Il n'y a pas, le gouvernement des juges n'existe pas depuis la Révolution française. Le gouvernement des juges n'existe pas. Et il a fallu la Révolution française pour sortir du gouvernement des juges. Et on y revient. Enfin, ça suffit. La République, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Voilà. Et pour le peuple. Alors, outre les questions évidemment migratoires, on en a beaucoup parlé, outre les questions sécuritaires, judiciaires, on va parler un peu d'économie. Pour redresser les comptes publics, Nicolas Dupont-Aignan, vous proposez 100 milliards d'euros d'économies budgétaires. Et justement, l'Institut Montaigne vient de dresser dans un rapport un inventaire des coupes possibles dans les dépenses publiques. Alors, il parle jusqu'à 150 milliards d'économies possibles d'ici à 2050. Eh bien, c'est environ le montant du déficit public annuel. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait et quelles pourraient être les économies potentielles pour vous? Alors d'abord, j'ai lu les économies de l'Institut Montaigne et alors j'y suis totalement hostile à ces économies. Parce que l'Institut Montaigne, les économies, c'est de supprimer le pouvoir d'achat des retraités, de les mettre dans la misère. C'est des économies délirantes qui ne se feront pas, je l'espère. Parce que ça voudrait dire qu'on condamne ceux qui ont travaillé toute leur vie à vivre dans la misère. C'est pas ça, les économies. Il y a aussi des coupes dans la santé, etc. Voilà, l'Institut Montaigne ne fait pas d'économies, c'est curieux, sur les fuites financières, les gaspillages financiers ahurissants au profit de l'Union européenne. 10 milliards, et ça va être 15 bientôt. 10 milliards en pure perte pour financer nos concurrents. Donc ça, je supprime tout de suite. Deuxièmement, 10 milliards pour l'Ukraine, et plus. C'est pour acheter des armes américaines et tuer des Ukrainiens. Il faut supprimer tout de suite. On économise déjà 20 milliards, tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire souffrir les personnes âgées, il n'y a pas besoin de faire souffrir les Français. Il y a 20 milliards que je vous trouve tout de suite, dans la journée. D'accord ? Ensuite, c'est curieux, l'Institut Montaigne ne parle pas des emprunts à taux variable indexés sur l'inflation en zone euro, qui ont été faits par M. Macron et ses ministres des Finances pour 10% de nos dettes, à 8-9% d'intérêt, quand on pouvait emprunter à 3%. Ça a été un scandale financier en faveur de ses copains banquiers qui nous coûte 12 milliards par an.
Alors, on ne récupérera pas les 12 tout de suite, mais le Sénat a rajouté l'année dernière 12 milliards pour payer les erreurs, plutôt les cadeaux financiers de M. Macron et M. Le Maire à des banquiers du système. On n'en parle jamais, ça. Le rapport de la Cour des comptes sur 30 milliards d'euros gaspillés en faveur des fournisseurs d'électricité qui se sont gavés d'argent public pour profiter du prix européen de l'électricité. Ça, la Fondation Montaigne n'en parle pas. Eh bien là, je récupère 20 milliards et je reviens à un prix unique national de l'électricité. Et on fera baisser le prix de l'électricité de moitié, ce qui sera bon pour nos entreprises et pour le pouvoir d'achat des Français. Et ça, c'est curieux, personne n'en parle. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes. Il faut revenir à un prix national, et c'est curieux, il n'y a pas besoin de sortir de l'Union européenne. Il y a 2 pays qui l'ont fait en Europe, le Portugal et l'Espagne. Et pourquoi on ne le fait pas? On produit notre électricité pas chère avec notre nucléaire, et on est aligné sur le prix allemand. C'est une folie. Et il y en a qui se gavent d'argent. D'argent public quand il y a un bouclier tarifaire, d'argent privé quand il n'y a plus le bouclier tarifaire. Donc vous le voyez. Et puis il y a les fausses cartes vitales, 15 milliards. Vous avez le coût de l'immigration, 15 milliards. Je propose de supprimer toute aide sociale aux étrangers avant 5 ans de travail sur le sol français. Donc vous le voyez, il y a de l'argent à récupérer. Et j'ai écrit un livre, Où va le pognon, beaucoup trop tôt, j'ai eu tort de l'écrire 3 ans trop tôt, où il y a tout ça. Mais c'est curieux, quand on veut toucher aux privilèges, quand on veut toucher à l'argent facile des oligarques du régime, ça, on n'entend plus personne. Mais on peut faire tout ça sans faire souffrir les retraités. Il faut continuer à indexer les pensions de retraite. Parce que quand vous avez une retraite de 1 000 € par mois, comme des millions de Français, et que vous perdez 3% chaque année, eh bien vous vous retrouverez dans 10 ans dans la misère la plus totale. Et ça, je ne l'accepte pas pour ceux qui ont fait la France. J'invite nos auditeurs, évidemment, s'ils veulent creuser le sujet, alors à lire votre livre, Où va le pognon? Alors, il était épuisé, mais heureusement, j'ai demandé à l'éditeur L'Archipel de le rééditer. Il le réédite, donc il va arriver dans les librairies très prochainement parce qu'il est totalement d'actualité. Et dans ce livre, j'insiste sur un point, ce n'est pas les idées de M. Dupont-Aignan. J'ai repris des rapports parlementaires écrits par des députés de gauche et de droite ensemble. Ces rapports dorment dans des placards, personne ne les a lus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un travail de fait par les députés, les sénateurs depuis 20 ans pour essayer de trouver des économies. Personne ne lit ces rapports. Et donc, j'aimerais qu'on les lise. Donc, c'est une synthèse. En plus, vous voyez, j'ai fait un travail assez facile. J'ai repris des choses, comment dire, sûres et certaines. Et on trouve beaucoup d'économies, croyez-moi. Beaucoup. Je veux supprimer aussi les régions et les intercommunalités pour qu'on rende le pouvoir aux communes et aux départements parce qu'il y a 4 échelons et ces 4 échelons gaspillent l'argent public. Les régions, les intercommunalités? Mais oui, parce que j'ai été maire longtemps de la ville de Hyères, on a la commune où il y a une vraie démocratie parce que si vous êtes un mauvais maire, en général, vous êtes battu. C'est bon signe. Donc il y a là des communes. Maintenant, on a inventé les intercommunalités. Ensuite, il y a le département et on a inventé les régions. Et puis, il y a l'État et puis il y a l'Europe. Ça fait 6 niveaux. 6 niveaux. C'est la pagaille, la confusion. Je veux qu'on remette tout d'équerre, commune, département, État. Et vous verrez que là aussi, eh bien, on paiera moins d'impôts parce qu'on aura moins de gaspillage, tout simplement. C'est simple comme bonjour. Alors, vous avez appelé durant cette université d'été à un sursaut national, évidemment, pour sortir de cette crise institutionnelle dans laquelle nous sommes plongés. Alors, vous avez appelé évidemment à la destitution d'Emmanuel Macron. D'abord, est-ce que vous regrettez que le RN n'ait pas voté cette décision? Je regrette surtout, le RN est libre de faire ce qu'il veut, je regrette surtout que Marine Le Pen se soit abstenue en conférence des présidents et qu'ainsi, elle ait torpillé le processus et qu'il n'y ait pas de débat dans l'hémicycle sur la destitution. Et je ne comprends pas cette décision, parce que je pense que les maux du pays viennent de cet homme qui, depuis 7 ans, a endetté la France pour plus de 1 000 milliards d'euros. Enfin, c'est colossal. Nous entraîne dans une guerre en Ukraine, a pris des décisions de confinement totalement liberticides, a ruiné notre agriculture, notre industrie, a vendu les joyaux du pays aux entreprises américaines. Mais c'est gravissime. Alors, si le principal parti d'opposition considère qu'Emmanuel Macron
a été un bon président et doit continuer, ben moi, les bras m'en tombent. Et ça me fait de la peine parce que j'ai toujours soutenu au second tour Marine Le Pen. J'ai été un partenaire infaillible, mais je ne comprends plus la stratégie. Ce n'est pas parce qu'elle fait ça qu'elle sera davantage respectée par un système qui veut sa perte. Alors, je veux dire, dans la vie, il faut ne pas dépendre de ses adversaires. Et l'adversaire, c'est Emmanuel Macron, c'est ce gouvernement qui sont en train de tuer le pays. Alors, et j'estime que Marine Le Pen et nous et d'autres ont des solutions, que tous ensemble, on doit travailler ensemble le plus vite possible, parce que le jour où on sera dans l'iceberg, ça sera trop tard. Voilà. Et j'aimerais que le Titanic change de direction rapidement. Alors justement, travailler ensemble au milieu de ce chaos politique, Marion Maréchal lance un nouveau mouvement politique, Identité Liberté. Je vous propose de l'écouter. Elle était sur CNews Europe 1 hier pour expliquer les raisons de ce lancement. On va l'écouter. Je veux que le camp national gagne. Voilà, je n'ai que cette obsession et donc c'est tout l'objet de ce mouvement que je lance, qui se veut finalement une pierre supplémentaire à l'édifice. Moi, j'aimerais aujourd'hui que le camp national pratique ce qui finalement est pratiqué par l'ensemble de la vie politique française. Je veux dire, aujourd'hui, la gauche travaille en coalition en étant capable de façon complémentaire d'additionner leurs différences. Les Français ont choisi. Les Français ont décidé, à l'heure où nous parlons, de placer le Rassemblement national comme premier parti de France et premier parti de la coalition. Et donc, naturellement, Marine Le Pen, qui est la candidate du Rassemblement national, est de fait la candidate la plus légitime pour porter la voix du camp national à l'élection présidentielle. C'est pourquoi, d'ailleurs, je la soutiendrai et je souhaite la soutenir derrière, pas seulement pour qu'elle puisse évidemment gagner à l'élection présidentielle, mais que derrière, nous puissions construire une majorité à l'Assemblée nationale, qui est, j'ai envie de dire, le défi peut-être le plus compliqué. Et pour cela, eh bien, il faut, me semble-t-il, additionner nos forces. Un trimaran, c'est la Bretonne qui vous parle, est plus rapide qu'un catamaran, surtout quand le vent est de face. Donc je crois que nous serons plus forts à 3 que simplement à 2 avec le RN et Éric Ciotti, d'où la création d'Identité Liberté. Alors cette obsession de l'union des droites dont parle Marion Maréchal, d'abord, est-ce qu'elle est aussi la vôtre? Et puis bien sûr, est-ce que ce trimaran qu'elle évoque pourrait se transformer en quadrimaran, en bateau à 4 coques, avec vous, Nicolas Dupont-Aignan? Moi, je pense qu'il y a, en fait, si on réfléchit bien, la pratique sur le terrain des électeurs, des candidats, et puis il y a malheureusement les histoires d'appareils. Je vais vous raconter une anecdote. Aux élections législatives, il y a eu un catamaran, c'est-à-dire Marine Le Pen et Éric Ciotti. Debout la France n'a pas été associé, malheureusement, à cette coalition. Et pourtant, je l'avais demandé. Oui. Et puis, Marion Maréchal n'a pas été associée non plus. Je l'ai regretté, mais j'ai rien dit publiquement et j'ai soutenu la coalition. Et j'ai regretté de ne pas être associé, Marion Maréchal aussi. Et puis, au même moment, il y a les députés RN qui m'appelaient et qui me disaient « Tiens, Nicolas, est-ce qu'on peut mettre ta photo sur notre affiche à côté de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti et puis on va aussi mettre la photo de Marion Maréchal. » Et donc, il y a plein de députés RN qui ont été élus avec nos 5 photos. En fait, ces 5 photos, elles représentent la coalition qu'aspire notre électorat, les Français, et dont parle Marion Maréchal. Et ce que je n'ai toujours pas compris, c'est quand le Rassemblement national, qui est le parti leader, va comprendre qu'il faut une vaste coalition et qu'il ne gagnera pas seul. Oui, aujourd'hui, on en est loin de cette union des droites. Et je pense que Marine Le Pen va le comprendre, j'ose espérer, puisque elle devait gagner le second tour avec Jordan Bardella, et patatras, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a gagné. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a gagné? Parce qu'il a été capable de faire une coalition très large. Avec le nouveau Front populaire. On va devoir finir là-dessus, malheureusement. Et je pense qu'il faut faire la même chose, pas pour la droite. Moi, je ne parle pas d'union de la droite. L'union des patriotes. L'union des patriotes, des amoureux de la France, qui va bien au-delà de la droite. Donc, ayons une coalition. Au premier tour, chacun exprime sa préférence. Au premier tour, chacun doit être indépendant. Et au deuxième tour, on sait se rassembler. La gauche sait le faire et les patriotes ne savent pas le faire. L'avenir nous le dira pour les prochains scrutins. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Malheureusement, on n'a plus le temps d'attendre. Merci pour ce grand entretien et à bientôt. Malheureusement, je dois vous couper. Je suis désolée, on est trop loin.